crois qu'on va y aller, hein. Bonjour à tous, bienvenue dans ce débat qui s'intitule donc Climat, biodiversité, de la nécessité de travailler en réseau. Ou autrement dit, on va parler de journalisme collaboratif et comment nous journalistes, certains journalistes, et mes invités ce matin arrivent à dépasser leurs égos pour travailler tous ensemble, avoir des impacts beaucoup plus forts dans leur enquête. Et donc, je vais vous présenter trois invités ce matin. D'abord, allez, honneur aux femmes. Anne-Henri Castelbou, tu es journaliste indépendante, tu es basée à Lille et tu es co-responsable du réseau régional JNE. Ce sont les journalistes et les écrivains pour la nature et l'écologie. Tu vas nous raconter un peu la révolution que vous êtes en train de faire justement pour travailler de façon plus collaborative au sein de votre organisation. Christine Falleron de Splone, toi tu es documentariste. Oui. Et en fait, Splone, c'est le dernier né des médias collaboratifs. Tu es arrivé, vous êtes né il y a 1 an, mais votre première grande enquête a été publiée en juin. Elle a fait beaucoup parler, l'ammoniac en Bretagne. Et tu vas nous raconter un petit peu les coulisses de cette enquête. Et nous avons ici Laurent Richard. Bonjour. Cofondateur de Cache Investigation et aujourd'hui directeur et fondateur de Forbidden Stories. Vous en avez sans doute entendu parler, notamment cet été. Vous avez fait la une de tous les journaux avec vos révélations sur l'espion logiciel Pegasus. Mais vous êtes aussi surtout connu pour vos enquêtes sur Green Blood, dont on va parler, des scandales environnementaux. La raison d'être de Forbidden étant de continuer justement les enquêtes des journalistes menacés ou tués, qui ne peuvent plus justement porter leur voix. Et c'est le rôle de Forbidden. Et tu vas un peu nous parler des coulisses de Green Blood notamment et d'autres enquêtes. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti, on y va. Alors j'ai une première question évidemment. C'est un petit peu la raison d'être en fait de votre travail collaboratif. Pourquoi est-ce que vous avez décidé finalement de travailler ensemble avec d'autres médias, d'autres journalistes, de ne plus être seul dans votre coin? J'ai envie de commencer par toi, Anne. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé depuis 1 an au sein du JNE. En fait, c'est parti d'une réflexion qui est partagée par un certain nombre des JNE, qui est de dire les journalistes en région qui travaillent sur les sujets écologiques sont souvent seuls dans leur rédaction ou alors lorsqu'ils sont indépendants, lorsqu'ils traitent leurs différents sujets. Quand on croise d'autres journalistes en conférence de presse, on se voit plus comme des concurrents qu'autre chose qu'on ne se connaît pas. Voilà. Ensuite, lorsqu'on suit des enquêtes un peu au long cours, pour ma part, j'ai beaucoup travaillé sur le projet d'éolien offshore à Dunkerque, sur la pollution du canal de l'Escaut, ou encore le développement de la méthanisation dans les Hauts-de-France. C'est des sujets assez techniques et en fait, on passe quand même beaucoup de temps. Et c'est normal, c'est notre travail. Mais quand on est seul, voilà, on démultiplie les forces pour vraiment monter des dossiers béton. Donc, au sein des JNE, on s'était dit il y aurait peut-être quelque chose à faire. On est partout en France. On peut partager de l'information déjà entre nous, entre régions. Et puis ensuite, sur place, on s'est dit il faut peut-être mobiliser aussi des journalistes qui ont une appétence pour l'environnement. Voilà. Et c'est vrai que, alors tu parles de révolution, Sophie, parce que je t'ai raconté un peu, mais c'est vrai que quand on a proposé cette idée avec notamment Isabelle, avec qui on a monté ça, j'ai souvenir qu'il y avait un ancien JNE qui a dit oui, mais les journalistes en région, c'est des journalistes qui sont la botte des lobbies économiques, politiques, c'est un journalisme muselé. Voilà, ils ne sont pas capables de creuser des sujets. Donc une vision du journalisme en région très négative. Il a fallu un peu se battre contre ça. Alors c'est vrai que du coup, les JNE nous ont soutenus dans la démarche. Mais on voyait bien aussi qu'il y avait une mentalité à changer. Et ça rejoint ce qu'a dit hier le rédac-chef du Télégramme de Brest, qui a été attaqué cette année sur également leur pratique journalistique dans le monde. Il y a une vision quand même très centralisée, très parisienne sur ce que peut faire le journalisme en région. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire. Pourquoi ? Parce que depuis 10 ans, en tout cas sur les sujets environnementaux et écologiques, les territoires, les collectivités, les associations bougent énormément, les villes. On voit bien qu'il y a des choses à dire qui font bouger les lignes. Et donc, ils peuvent aussi apporter autre chose. Et nous, on se doit de relayer les bonnes choses comme également les catastrophes industrielles. Voilà.
Et alors aujourd'hui, c'est un réseau de combien de journalistes? Donc aujourd'hui, on est 10 correspondants un peu partout, de Marseille à Lille, en passant par Tours, la Bretagne, Rhône-Alpes. Et ensuite, chacun sur notre territoire, voilà, on a envoyé moi, j'ai sollicité le club de la presse en disant voilà, on crée un réseau de journalistes. Alors la spécificité des GNE, c'est que c'est journalistes et auteurs. Et donc par exemple, à Lille comme dans le Sud-Ouest, le groupe qu'on a constitué, il y a des journalistes, mais il y a aussi des responsables pédagogiques d'écoles de journalisme, il y a des réalisateurs, il y a des experts, il y a des responsables d'ONG. En fait, on croise quand même les compétences, mais l'idée, c'est de se retrouver pour partager de l'info. Et pourquoi pas après se mobiliser sur des actions concrètes. Alors je ne sais pas si tu veux que je développe maintenant ou plus tard. On va en parler effectivement juste après. Concrètement, comment on fait, quels exemples, voilà. Exactement. En tout cas, on a bien la philosophie. Christine, toi, tu es l'un des cofondateurs de Splun, oui. Alors qui est une émanation de Disclose. Et je vais préciser d'ailleurs que Disclose, voilà, aurait dû faire partie de la table ronde ce matin. Léina Miano, qui est secrétaire générale. Et malheureusement, elle a décidé d'annuler, Disclose a annulé sa participation aux assises, voilà, à cause de la venue de Nicolas Hulot. Voilà, je voulais le préciser aujourd'hui. Moi, je le regrette qu'elle ne soit pas là. Voilà, il y a plein de choses à dire. Mais bon, voilà, on respecte leurs décisions. Voilà, juste une précision importante. Donc vous êtes une émanation, en fait. Est-ce que c'est un peu lié à Disclose, l'existence de ce plan? Comment vous êtes arrivé à vous dire, nous aussi en Bretagne, il faut qu'on s'allie pour travailler ensemble, journalistes? En fait, Disclose, c'est une structure qui nous a beaucoup aidés, notamment sur des dossiers très pratiques comme les statuts, pour ensuite aussi donner de la visibilité à notre projet quand on s'est lancé, pour nous aiguiller aussi sur des choix stratégiques dans l'enquête. Mais ce qui nous a vraiment motivé à lancer donc, ce projet, donc Splend, c'est une association. On a déposé les statuts il y a 1 an. On a lancé un financement participatif à partir de février dernier, qui a réuni pour le moment 85 000 €, avec pour objet et promesse de faire de l'investigation à l'échelle de la Bretagne. Et ce qui nous a vraiment motivés, c'est le travail d'une autre journaliste qui s'appelle Inès Léraud, que vous connaissez peut-être sans doute. Il y a sa bande dessinée, son travail sur les algues vertes. Et puis il y a eu avant quelque chose qui moi, m'a vraiment fait prendre conscience de ce qu'on vivait au quotidien en Bretagne. C'est Journal Breton, qui est une série de podcasts sur France Culture. Du coup, Inès, qui était étrangère à la Bretagne, est venue en immersion pendant plusieurs années et a creusé des questions liées à la puissance des groupes agro-industriels. Et moi, je suis fils d'agriculteur. J'ai vu à quel point on pouvait en baver avec l'agriculture. Et j'ai pris conscience avec de la dimension systémique et du poids de cette agro-industrie en Bretagne et du poids du silence aussi. Parce que c'est des grosses entreprises qui financent tout, de la simple kermesse d'école au tournoi de foot d'à côté, et que c'est de fait très difficile si vous devenez leur ennemi, vous vous privez quand même de beaucoup de choses dans votre vie quotidienne, quoi. Donc c'est l'élément déclencheur, ça a été un industriel qui s'appelle Jean Chéritel, qui a porté plainte contre le travail d'Inès suite à un article paru dans Bastamag. Procès pour lequel il s'est retiré finalement la veille du procès. Donc vraiment typiquement procédure Bayon, c'est-à-dire qu'Inès a passé près d'1 an à préparer sa défense, même si elle était sûre, elle, de ses arguments. Voilà, fallait pas lui laisser la possibilité de gagner, donc ça se prépare, ça prend du temps. C'est du temps qu'on passe pas à enquêter sur autre chose. Et donc de là, plusieurs journalistes qui la connaissaient l'ont contacté en disant comment est-ce qu'on peut t'aider. Et Inès a fait un peu le lien entre toutes ces personnes en disant vous êtes plusieurs. Et avec son travail, Inès, elle recevait beaucoup d'alertes de gens dans leur quotidien qui disaient moi, il se passe ça dans ma vie, il se passe ça dans l'agroalimentaire, j'ai ça à raconter.
Mais il n'y a personne pour en parler. Voilà. On est aussi né de manquements de la presse quotidienne régionale par rapport à ce travail d'enquête et cette capacité aussi à aller de front face à l'agribusiness. Voilà ce qui nous a motivés. Et donc on était des journalistes après avec des profils différents. Donc moi je viens plus du cinéma documentaire. D'autres, il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent de l'IUT de Lannion, qui ont un profil plus journalistique. D'autres plus de la radio. Ce qui nous donnait aussi plusieurs savoir-faire pour pouvoir lancer ce projet, voilà, du fonctionnement associatif aux des choses plus techniques, quoi. Et vous êtes combien aujourd'hui dans le Alors, groupe ? on est dans la partie active, on est une petite dizaine. Voilà, ouais, on est une petite dizaine. Et on va parler ensuite un peu de tous les projets à venir et des coulisses aussi de votre enquête. Ouais. Alors Laurent, Forbidden Stories, c'est là une dimension internationale. C'est-à-dire là, c'est vraiment, tu travailles au quotidien avec des dizaines de médias dans le monde. Pourquoi, toi, tu as voulu fonder Forbidden Stories et travailler comme ça avec d'autres médias, d'autres journalistes à travers le monde ? Parce que déjà ça fait une bonne vingtaine, presque trentaine d'années que le journalisme collaboratif dans le monde se développe avec d'abord quelques pionniers comme l'ICIJ, puis l'OCCRP l'ICIJ avait publié par exemple les Panama Papers, mais avant ça les LuxLeaks, Offshore Leaks, SwixLeaks. Et forcément, en fait, le journalisme d'investigation collaboratif, ça a du sens parce que sur des enquêtes globales, sur des enquêtes complexes, sur des enquêtes qui sont tellement internationales qu'on a besoin justement de ressources, de talents, d'expertise dans tous les pays du monde, ce serait dommage de vouloir faire ça tout seul. Et c'est tout de suite plus efficace, plus intéressant, plus impactant aussi de travailler à plusieurs. La mission de Forbidden Stories, c'est de poursuivre les enquêtes des reporters assassinés, emprisonnés ou menacés, et de faire en sorte que ce qui devait rester caché, ce qui devait rester censuré, soit au final publié. Et pas seulement au Mexique ou pas seulement en Azerbaïdjan, là où les journalistes peuvent être assassinés ou arrêtés, mais partout dans le monde pour justement rendre totalement contre-productif l'assassinat ou la menace émise contre un journaliste. Donc ça, c'est la mission de Forbidden, et donc c'est de poursuivre ces enquêtes-là, c'est de faire en sorte de les garder en vie, c'est de considérer que quand un journaliste meurt, il l'est parce que l'enquête sur laquelle il travaillait était importante. Et quand on regarde en fait pour quel type d'histoire les journalistes meurent aujourd'hui, en fait elles sont toutes pas similaires, mais elles ont des caractéristiques communes. C'est souvent des enquêtes sur la corruption, souvent des enquêtes sur le blanchiment d'argent, souvent des enquêtes sur les crimes environnementaux, sur des trafics évidemment, comme le trafic de drogue avec les cartels mexicains ou d'autres types de cartels qui sont extrêmement puissants et extrêmement dangereux. Et donc voilà, et ces enquêtes-là, elles sont donc importantes, et quand un journaliste disparaît, elles disparaissent avec lui. Et la deuxième victime, après le journaliste, sa famille évidemment, c'est l'opinion publique qui n'a pas accès à l'information auquel normalement il devait avoir accès et pour laquelle un journaliste a travaillé et a pris énormément de risques. Donc voilà, j'ai voulu créer il y a 5 ans Forbidden Stories sur ce principe-là de garder ces histoires en vie, de les prolonger et de le faire à plusieurs. Ce qui est parfois complexe parce que ça va à l'encontre de toutes nos expériences, sans doute souvent personnelles précédentes en tant que journaliste, où on est souvent des loups solitaires, où on a souvent une approche assez solo de l'actu, de l'information, du scoop qu'on veut sortir et qu'on veut partager avec d'autres. Mais parfois, justement, parce que les sujets sont extrêmement importants, et comme le sujet de la question environnementale est extrêmement importante, et pas seulement importante, elle est globale, ça ne fait aucun sens de vouloir... l'une aussi des raisons d'être de Forbidden Stories, c'est que souvent, en fait, on s'habitue à ce décompte macabre des journalistes tués. On entend sur France Info matin, un journaliste mexicain, un de plus, a été assassiné, un autre arrêté. Et donc, on a commencé, je trouve, à métaboliser un petit peu ce type de chiffres-là et à l'intégrer comme dans une sorte de normalité. Mais
quand un journaliste en Inde, par exemple, meurt brûlé vif parce qu'il enquêtait sur la mafia du sable, qui est extrêmement puissante en Inde, qui consiste à... ce sont des réseaux criminels qui détruisent l'environnement pour exporter ensuite du sable, qui est utilisé par toutes les industries du monde entier, qui va être exporté en Europe, mais aux États-Unis et ailleurs. Ce crime commis contre un journaliste en Inde n'est pas seulement une histoire indienne. C'est aussi une histoire française, c'est aussi une histoire américaine, c'est aussi une histoire totalement européenne. Et donc le but, c'est de rendre cette histoire-là la plus européenne ou la plus américaine possible et évidemment indienne, mais voilà. Et pour y arriver, on travaille en réseau. Et donc Forbidden Stories, on a créé ça il y a 4 ans. Maintenant, on travaille avec à peu près une centaine de journalistes dans le monde, plus de 20 organisations de presse. Notre premier projet s'appelait le Daphne Project. On a poursuivi l'enquête de Daphne Caruana Galizia après son assassinat. À Malte. À Malte. Et voilà. Et donc, on a des partenaires un peu partout dans le monde. En France, on travaille avec Le Monde et Radio France, essentiellement. En Angleterre, avec le Guardian. Aux États-Unis, avec le Washington Post. En Allemagne, avec Süddeutsche Zeitung. Et un peu partout dans le monde. Donc, on travaille avec des journalistes qui ont le sens du partage, ce qui est parfois pas évident. Et nous, notre job, c'est de diriger une enquête mondiale, de coordonner cette enquête-là, de faire en sorte de diviser le travail, de créer des équipes, des sous-équipes, des leaders dans chaque équipe et essayer de faire atterrir cet énorme avion à la fin. Donc on a pu faire ça aussi plus récemment sur le Pegasus Project, qui était une enquête encore différente. Mais voilà en fait le sens de notre travail et pourquoi c'est important de le faire de manière collaborative. Très bien. Et justement, tu as presque anticipé la suite, c'est très bien, c'est comment on fait au quotidien. Et prenons peut-être l'exemple de Green Blood. Green Blood, je vous propose peut-être de passer le petit thriller. Ouais, c'était une série documentaire qui a été diffusée il y a 1 an et demi sur France 5. Qui était filmée dans la coulisse de ce projet-là. Voilà, je te laisse présenter Green Blood. Et qui, en fait, on a décidé de poursuivre les enquêtes de 3 reporters. L'un avait été assassiné en Inde justement parce qu'il travaillait sur la mafia du sable, Jack Indra Singh. Un autre journaliste travaillait en Tanzanie sur une compagnie minière qui minait de l'or. Et un autre journaliste avait été emprisonné alors qu'il documentait la pollution d'une mine au Guatemala, une mine de ferro-nickel. Ces 3 journalistes ne se connaissaient pas. Ces 3 journalistes ont été soit forcés à l'exil, soit arrêtés, soit assassinés. Et travaillaient tous sans le savoir sur le même sujet, la pollution environnementale, et derrière ça, la toute-puissance de l'industrie minière. Donc on a travaillé ensemble avec 45 journalistes pour poursuivre leur travail et donc enquêter. En Tanzanie, on est parti de l'or miné en Tanzanie pour remonter jusque dans la Silicon Valley où il était ensuite exporté, et pour aller aussi interroger les différents acteurs de la supply chain pour aussi les confronter à leurs propres responsabilités. C'est comme toutes les industries, c'est une industrie qui a beaucoup de chartes éthiques, beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est évidemment des industries qui répondent jamais aux questions qui fâchent. Et c'est là le drame. Très bien. Allez, petit thriller. गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार कर लेते मुझे मारा, आग क्यों लगा दी? जोगेंद्र सिंह को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है. Jogendra, he went after a particular minister. He started writing about his involvement in the sand mafia. Tengo que vivir clandestinamente. Para la compañía, para las autoridades, yo era una amenaza. Impunity na rushwa ni wadudu wabaya katika maendeleo yale ya sekta kwa sababu they have money. You came here for a very important reason. It's about finishing the work of assassinated or under threat reporters. How many men were involved in this raping? 6, wakati mwingine wamo hata 8. Oh, export details. There's a lot of security
around the mine. He told me again that we should be careful and don't tell anyone where you stay. The importers are in more than 80 countries. We did a ranking, we looked at specific companies. I'm just a journalist. I'm sorry about that. I don't mean to be rude. Sorry about it. Stop it. ¿La policía disparó o no contra los manifestantes? No se sabe oficialmente. عليه تقل إذا لحشوت خوشينكي فعن لا أو تقل لزالشوت وكان نقتيا نكوش أخو تشليش لقتي تشليش لقها تشليش لقائق. C'est ce qu'on appelle un trailer efficace. Ça donne envie, hein, si vous ne l'avez pas vu. Hein, maintenant, je crois qu'on va tous avoir envie. Très bien, super. Alors, on voit à la fin le nombre de médias à la fin du trailer. Vous avez été combien de médias, combien de journalistes mobilisés au total dans cette aventure et comment vous avez travaillé tous ensemble? Il y avait un peu plus de 40 journalistes. Je crois qu'il y avait une vingtaine d'organisations de presse. Et la façon de travailler ensemble, elle doit être extrêmement coordonnée. Une façon de coordonner, c'est on a une sorte de plateforme chiffrée, sécurisée, sur laquelle on échange toutes nos informations. Donc c'est un forum avec pas mal de codes d'accès et de facteurs d'identification pour pouvoir se connecter. Et j'imagine que tous les journalistes ne sont pas habitués forcément à travailler comme ça de façon protégée, cryptée. Donc déjà, il faut leur apprendre aussi. Il faut leur apprendre un peu. On travaille souvent avec des journalistes qui ont déjà participé à d'autres projets collaboratifs, qui savent et qui connaissent un petit peu le niveau de menace qui peut exister. C'est très important pour nous de travailler de manière extrêmement sécurisée parce que justement, on est un consortium. Et même quand on a mené Pegasus Project, on enquêtait sur des pays qui espionnaient. Donc c'était extrêmement difficile. Mais on a pris des mesures vraiment importantes et assez radicales. Donc qu'on ne peut pas toujours détailler ni révéler. Mais en tout cas, on essaye de travailler dans un environnement le plus sécurisé possible, de ne rien faire sans chiffrement de nos communications. Et ensuite de coordonner le travail et de faire en sorte que l'enquête soit la plus globale possible et que justement sur la supply chain qu'on puisse identifier tous les acteurs de cette chaîne de celui qui va acheter ce minerai au bout du monde et tout ça pour aller l'interroger, mais aussi d'enquêter sur l'homicide lui-même qui a pu avoir lieu contre le journaliste en Inde. Donc on essaie de recruter des journalistes qui ont aussi, en fonction de leur qualité, certains vont être très bons sur les techniques d'OSINT pour, par exemple, mapper avec des images satellites une pollution créée par une mine et voir sur 2-3 années en fait, l'impact de la pollution si elle est observable par le ciel. On va choisir des journalistes qui ont des sources dans le milieu policier du pays où il peut y avoir le meurtre pour justement essayer d'aller récupérer des indices, des éléments, essayer de voir si l'enquête a été bâclée et tout. Donc on essaie de composer une équipe de rêve à chaque fois. Et c'est assez fabuleux comme aventure parce que justement tout le monde met son ego au vestiaire et il y a une mission qui est un peu au-dessus et il y a aussi un danger qui est là. Et en général, à Forbidden, quand on commence une enquête, les tueurs sont toujours là et sont toujours en liberté et ils viennent de tuer. Donc on sait tout de suite que dès qu'on veut, tout ce qu'on fait est vraiment dangereux. Et c'est pas exagéré que de le dire. On sait qu'on enquête sur des histoires extrêmement dangereuses et donc on va faire aussi en sorte de tout faire, pour pas qu'un accident arrive et de pas mettre en danger l'un de nos partenaires non plus là-dessus. Donc c'est aussi le sens de la collaboration, c'est qu'elle apporte de la protection. Ça sert à rien de tuer un journaliste s'il y en a 39 autres derrière qui arrivent et qui sont prêts à prendre le relais. Et c'est aussi tout le message de Forbidden Stories. Donc on travaille de cette façon-là. La collaboration nous protège. Parfois, la collaboration peut être un inconvénient aussi, parce qu'on est comme une sorte d'énorme éléphant qui se déplace. Et ça peut faire du bruit et on peut voilà, il faut sur certaines phases de l'enquête rester vraiment sous le radar le plus longtemps possible.
Mais voilà, c'est une aventure à chaque fois qui est humainement aussi extrêmement intéressante. Non seulement parce qu'on a ensuite des copains et des copines partout dans le monde, mais aussi parce qu'on apprend des autres cultures, parce qu'on ne travaille pas tous pareil, parce qu'on n'a pas la même approche pour préparer une interview, la même façon de communiquer entre nous. Les Américains vont être très très enthousiastes quand les Français vont peut-être être plus... pas forcément d'ailleurs, mais bon, et je ne vais pas véhiculer de clichés sur les nationalités, mais on a tous des cultures différentes, une sensibilité différente, une façon d'approcher différente, des lois sur la diffamation différentes aussi. Donc nous, notre travail, c'est d'harmoniser ça pour faire en sorte que les enquêtes qui relèvent quand même de la responsabilité individuelle de chaque partenaire, c'est-à-dire que chaque partenaire est face à ses propres lois concernant la diffamation, donc chacun est libre de publier ce qu'il veut. Après, nous, notre rôle, c'est aussi de vérifier, de fact-checker, de faire en sorte que tout soit très carré et tout. Donc voilà. Très bien. Passionnant. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure un peu sur avantages, inconvénients. Évidemment, ce que ça vous a apporté. On creusera encore ces approches culturelles différentes. Alors vous aussi, vous avez mis vos égos de côté pour travailler ensemble. Alors concrètement, depuis 1 an, est-ce que tu peux nous raconter un peu, Anne, comment toi, concrètement, tu as fait justement dans ton réseau à Lille et sur quel projet vous avez travaillé? Alors, depuis 1 an, donc, nous, voilà, c'est beaucoup plus modeste et beaucoup plus local. Et le local se renforce, et c'est très important voilà, aussi. Tout à fait. Non, sur l'île, par exemple, donc on a réussi à fédérer un groupe d'une dizaine de personnes, donc pas forcément des journalistes, c'est ce que je disais. Et on s'est emparé d'un projet d'organiser un débat au moment des élections régionales avec tous les candidats. C'était en mai dernier sur leur vision énergétique, qui est un enjeu important pour la région des Hauts-de-France. Donc finalement, pour ce groupe qui démarrait, c'était une bonne idée finalement de se fédérer autour d'un projet. D'un grand événement. Un grand événement. On a proposé de travailler sur une enquête. Voilà, il y avait plein de possibilités, mais finalement, il y a eu une mobilisation autour de ce débat. C'était pas rien, ça demandait beaucoup d'organisation. On a réussi à le faire juste après celui de Paris, parce qu'à Paris, il y en avait eu un quelques jours avant. Et on s'est rendu compte que finalement, on a réussi à avoir tous les partis, toutes les forces en présence. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais réussi à faire seul, chacun de notre côté. Ou là, ça aurait été tout de suite la Voix du Nord qui aurait eu la main mise sur ce genre de projet. Donc là, c'était intéressant de se dire que c'était des journalistes, ou en tout cas des professionnels ayant une vraie appétence pour l'écologie et indépendants des forces politiques, qui réussissaient à se mobiliser autour de ce projet-là. L'année prochaine, je pense qu'on va se mobiliser peut-être soit sur un nouveau projet d'enquête, ou bien autour de pourquoi pas de la formation, tu vois, faire par exemple, proposer une fresque climat aux journalistes. En fait, il faut quand même... je pense qu'on a aussi un rôle à jouer pour former les gens, pour former nos confrères à l'environnement. On a bien vu durant ces 3 jours qu'il y avait un vrai besoin et une attente aussi de la part des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs. Dans le Sud-Ouest, par contre, eux, ils ont fait un travail d'enquête sur les ORE. Donc les ORE, c'est les obligations réelles environnementales. En fait, c'est un nouvel outil juridique qui permet, je lis parce que je ne maîtrise pas trop, qui permet à des propriétaires fonciers de faire naître sur leur terrain des obligations durables de protection de l'environnement. Voilà. Ce sont des nouveaux outils juridiques. Le groupe du Sud-Ouest s'est emparé de ce sujet. Il travaille aussi avec des juristes. Ils ont fait une enquête sur leur territoire qu'ils ont transmis au JNE. Charge à nous après dans les autres régions de s'en emparer et de travailler aussi de notre côté, mais eux ils ont déblayé le terrain. Donc nous, c'est une autre manière de fédérer les journalistes autour de l'environnement. À Lyon, on est plus sur l'organisation de webinaires avec le Club de la Presse. À Marseille, Isabelle, qui est correspondante aussi, a réalisé une table ronde au moment du Congrès mondial de la nature. C'est autant de mobilisation, en tout cas, pour fédérer les journalistes ayant une appétence pour l'environnement. Et alors, qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est difficile, justement? Qu'est-ce qui est dur? D'abord,
on n'a pas tous les mêmes intérêts, c'est-à-dire que chacun travaille finalement avec une spécialité. Moi, dans mon groupe, il y en a une qui est spécialiste des animaux et de la condition animale. Moi, je suis plus sur un angle plus économique. D'autres sont plus généralistes. Ils aiment traiter des sujets de l'environnement, mais l'un de mes confrères est responsable du bureau de M6. Il me dit moi, je suis quand même généraliste. Voilà, je ne peux pas tout le temps traiter de l'environnement chez M6. Donc, il faut trouver des thématiques, des projets communs. C'est pas simple, ça bouscule un peu. Il y a une notion de territoire aussi. Finalement, on se rend compte qu'il faut qu'on travaille tous quelque part sur un territoire géographique où on n'est pas trop loin les uns des autres. C'est compliqué de mobiliser les journalistes de Dunkerque ou de Valenciennes ou d'Arras. Aujourd'hui, on est sur la métropole lilloise et la visio a ses limites. Voilà. Et puis après, c'est vrai que c'est ce que tu disais, il faut avoir le sens du partage, voilà. Trouver un intérêt à travailler, à collaborer avec les autres. Et ça, je pense que c'est un changement de culture, un vrai changement de culture. C'est clair, c'est pas dans nos habitudes journalistiques. Ouais. C'est pas comme ça qu'on apprend le métier au départ. Et je serais curieuse de savoir chez Splan comment vous réussissez à comment vous avez réussi à tisser des liens forts avec ces journalistes qui ont décidé de se mobiliser autour du projet Splan. Parce que je trouve que c'est pas simple aussi de retenir les gens. Moi, j'ai lancé un projet. Bon, là c'est la rentrée, il faut que je relance tout le monde. C'est pas simple. Je crois que ce qui nous tient, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'on a tous la conviction que ce projet est assez indispensable et que ça fait partie de nous et du sens qu'on donne à ce métier, au fait d'informer qu'il y a des enjeux très forts et donc c'est un projet nécessaire, ça nous porte. Ce qui nous a porté aussi, c'est le soutien populaire et médiatique qu'on a reçu depuis le lancement. C'est-à-dire que recueillir 85 000 €, ça fait, ça donne aussi, c'est une forme d'engagement. On est obligé d'y aller là. Et ça met la pression. Ça met la pression. Ça met la pression, mais c'est bien. Voilà. Et c'est aussi encourageant. Et puis il y a aussi, il y a eu ces retours médiatiques, notamment de beaucoup de journalistes nationaux, Le Monde, Mediapart, qui par les partenariats, les reprises d'articles nous ont aussi donné une visibilité puis une reconnaissance où on se dit oui, on fait pas fausse route quoi. Voilà. Donc oui, c'est ça qui nous tient. Et alors par exemple. Oui, alors justement on parlait de l'ammoniac parce qu'en fait c'est l'enquête qui vous a fait connaître. Donc vous avez révélé en juin. Donc sur le site internet, justement, la pollution et les dangers du fait que l'ammoniac, vous êtes la première région de France émetteur d'ammoniac à cause d'usines, tu vas nous raconter, et qu'en fait, on sait que ce qui est émis dans ces usines a des conséquences et peuvent provoquer des cancers, et qu'en fait, cette usine, et notamment notre usine, sont passées vraiment sous les radars en fait, des pouvoirs publics. Raconte-nous un peu justement comment vous avez travaillé sur cette enquête-là, très concrètement. Alors, du coup, oui, juste Splan, effectivement, c'est un site internet, mais on a vocation de travailler à chaque fois en partenariat avec d'autres médias. C'est-à-dire de se dire, lancer un nouveau média tout seul, c'était aussi le risque de parler dans le vide. Et qu'à chaque fois, pour chaque enquête, on noue des partenariats avec des médias existants, locaux ou nationaux, qui s'engagent aussi à publier ces enquêtes. Donc là, pour la première enquête sur l'ammoniac, il y a France 3 Bretagne, Le Peuple Breton, qui est un journal qui a publié l'enquête en breton, et Mediapart, qui s'étaient engagés à publier les trois volets de l'enquête. Et donc, comment vous y êtes pris sur cette enquête ? Comment on s'y est pris ? Alors, le point de départ, c'était quand on a lancé ce projet, du coup, suite au projet, aux différentes plaintes contre Inès, où
la première stratégie, c'était de la défense, et puis rapidement, on s'est dit, il faut aussi passer à l'attaque, et donc lancer notre propre média. On avait tous, dans nos vies, reçu des alertes sur certains sujets. Il y avait notamment une usine à Saint-Malo, la Timac, dont on avait appris qu'elle rejetait donc des particules fines, donc de l'ammoniac, de manière à dire clandestine, parce que donc elle avait modifié son procédé de fabrication depuis de longues années. Elle n'en avait pas averti les autorités, donc les autorités n'avaient pas installé de radar à ammoniac. Donc pas de radar, pas de pollution. Et pas vu, pas pris. Voilà. Donc le point de départ, ça a été de se dire, on va travailler sur cette usine-là précisément, en mettant du coup une journaliste qu'on s'engageait à payer pendant 3 mois pour qu'elle fasse un papier là-dessus. On n'avait pas encore démarré le financement participatif. Elle a accepté de jouer le jeu. Au final, elle a été payée. Mais, et rapidement, en fait, c'est aussi Disclose qui nous a dit, voilà, elle est chouette votre enquête, mais ça concerne uniquement une usine, Saint-Malo, une ville. On a peur que ça fasse flop, quoi. Est-ce que vous pouvez pas élargir? Et puis c'est vrai qu'au même moment, il y avait eu plusieurs rivières polluées par des rejets de lisier, donc des excréments d'animaux, et donc de l'ammoniac. Et en fait, on a fait le lien entre tout ça en se disant, mais voilà, on va pouvoir donner une dimension régionale en fait au problème de l'ammoniac. Et après, en fouillant, en passant des coups de fil à droite à gauche entre eux. D'où l'utilité d'être à plusieurs, même sur un territoire qui peut paraître petit à l'échelle d'enquête internationale. Mine de rien, on n'a pas les mêmes infos quand on est à Brest que quand on est en Centre-Bretagne. Voilà. Et donc tout ça nous a permis de collecter des données des pollutions locales et de donner une dimension systémique en fait à cette pollution à l'ammoniac, quoi. Voilà. Et comment vous avez travaillé ensemble avec les autres médias, les autres partenaires? Ils s'étaient engagés à publier l'enquête, Mediapart. Comment vous avez travaillé avec eux? Alors, avec Mediapart et France 3 Bretagne, alors ils s'étaient engagés à publier l'enquête une fois qu'ils ont vu un premier papier et là où on en était dans nos travaux. Donc ça a été de la confiance, mais aussi qui a été amenée parce que y avait le parrainage de Disclose qui nous avait aussi guidés pour rentrer un petit peu aussi dans les standards de publication, c'est-à-dire à la fois de répondre à certaines attentes et puis d'avoir effectivement concerter certaines sources, d'avoir, on avait en gros ce parrainage de Disclose nous a aussi ouvert la porte des autres médias, mais ils nous ont fait confiance. Il n'y a pas eu de relecture, de modification, voilà. Mais parce que on avait travaillé aussi beaucoup en amont. Avec Disclose, et puis entre nous aussi sur ces relectures, sur ces croisements de sources. Mine de rien, le fait d'être 5 ou 6 à relire un papier, à questionner des choses, là c'est tout con. Après c'est des documents en ligne effectivement avec des sécurités, mais et puis sur un temps assez long, ce qui fait qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive un peu plus tard, mais qui a un regard neuf et qui dit mais attends, là, est-ce que c'est clair? Est-ce que tu fais pas fausse route? Est-ce qu'on n'est pas parti dans une mauvaise direction? Et de s'autoriser aussi constamment à tout remettre sur la table, quoi. Parce que effectivement, c'est arrivé à plusieurs reprises, la date de l'enquête, la date de publication de nombreuses fois repoussée,
justement parce que on se rendait compte que il y avait encore des choses à creuser, que là-dessus on faisait peut-être un peu, voilà, qu'on pouvait encore creuser, qu'il y avait peut-être des mauvaises directions qui avaient été prises, et donc au final, voilà, le volet, ce qui devait être l'enquête principale, n'est finalement que le 3e volet d'une enquête beaucoup plus grande, mais qui a permis aussi de faire plus de bruit, quoi. Et comment vous travaillez entre vous? C'est au téléphone, des Zooms, ouais, des mails? en plus, il y a eu des confinements. En plus, on habite à des coins, pareil, très, très. On se voit 3 fois par an. Mais sinon, oui, c'est ça, c'est des réunions téléphoniques à n'en plus finir. Pendant des heures et des nuits, donc c'est assez éprouvant. Et pareil, quand on a débriefé tout ça cet été, on s'est dit qu'il y avait quand même le besoin de se retrouver régulièrement de manière physique, même si ça nous prenait en temps, en énergie, parce que c'est vrai que ce lancement d'enquête où on était chacun, voilà, c'était un lundi matin, on était chacun chez nous, voilà, on avait envie de cette euphorie aussi collective. Voilà, le jour de la publication. Le jour de la publication. Et en fait, voilà, on voit chacun sur nos écrans, dans nos vies, qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on a envie de le partager ensemble. Et c'est vrai que ça manquait. Et justement, quand c'est publié à plusieurs, justement, il y a cette idée de se dire, on est plus fort. Parce que, ouais. Quand on a une enquête qui passe, moi je travaille pour la télévision, quand on en a une qui passe à envoyer au cache investigation, qu'on a travaillé voilà, avec son équipe, mais on est un réalisateur, on a un peu peur des fois de l'impact. Et là, quand on est plusieurs comme ça, alors vous une quarantaine, vous une dizaine, c'est quand même très rassurant aussi de se dire on n'est pas tout seul avec notre enquête là. C'est clair que c'est une sécurité, que c'est voilà, on n'emmène jamais quelqu'un tout seul au front. Et le fait d'être un collectif, on voit bien aussi qu'en face, ça impressionne. Enfin, voilà, le fait même que ce plan existe, ça a fait bouger des lignes. À la fois, il y a eu des enquêtes depuis de publier dans la PQR. Il y a eu, voilà, parce que ça a montré qu'effectivement, c'était une demande de l'opinion publique d'aller dans cette direction. Qu'en face, ils avaient peut-être aussi des devoirs de transparence sur certaines choses. Mais c'est clair que le collectif apporte cette sécurité. Ouais. Un vrai contre-pouvoir, finalement, aussi local. Oui, alors après, je pense qu'il est trop tôt pour se plaindre de dire ça, parce qu'on n'a publié qu'une enquête. Mais en tout cas... effectivement, on a senti par les retours qu'on avait de dire ah merci, heureusement que ça existe, heureusement que vous êtes là, voilà. Oui, en tout cas, qu'il y a toujours besoin de contre-pouvoirs supplémentaires. Oui. Et alors, quelles leçons vous tirez justement un petit peu de ce partage et que vous avez pu faire, toi Laurent, chez Forbidden? Quelles leçons vous tirez un petit peu de tout ça? Comment qu'est-ce que ça vous a apporté finalement de pouvoir travailler comme ça tous ensemble? Déjà, je pense qu'avant de nous apporter quelque chose à nous, ça a apporté quelque chose au lecteur et à l'opinion publique. C'est-à-dire que ça permet d'avoir accès à une information qui est extrêmement importante parce qu'elle porte sur un sujet comme l'environnement. Donc ça permet de publier au même moment, à la même heure, une enquête dans le monde entier et de raconter ce qui a pu se passer et qui s'est passé au fin fond de l'Uttar Pradesh en Inde, et qui va une histoire où on va essayer de lui donner une résonance mondiale parce qu'en fait ce sable va faire le tour du monde ensuite. Donc ça c'est toujours... D'où l'importance de la synchronicité. Ça sort toujours en même temps, ouais, au même moment, partout. Absolument. Et du coup, ça crée... Le but, c'est que ces informations-là paraissent et qu'ensuite d'autres s'en emparent et que des entreprises puissent être invitées à réagir, des États ou des leaders politiques puissent prendre des décisions ou formuler... des propositions. Donc ça, je pense que le journalisme collaboratif, parce qu'il est en réseau, et comme tu disais, le fait d'avancer groupé peut aussi parfois effrayer, ou en tout cas à minima
faire réfléchir un peu plus l'entreprise en face de nous ou le politique en face de nous pour se dire, bon ben, ils sont 40, ils sont 10, peut-être qu'il va falloir répondre, peut-être qu'on va éviter juste d'envoyer un mail et qu'on va donner 15 minutes de notre temps pour répondre. Donc ça peut inciter à ça. Et puis, je pense que la deuxième chose que ça peut apporter, c'est qu'on vit à une époque où il y a une totale crise de confiance envers la presse, envers notre profession. On est très critiqué, on est très critiquable aussi. Il y a une confusion totale sur le journalisme, sur les éditorialistes, sur le point de vue, sur l'information, et je trouve que de travailler en réseau, de montrer qu'en fait, pour des sujets extrêmement importants, on est capable de dépasser nos propres limites, nos propres égos, nos propres frontières habituelles, organiques et naturelles, et qu'on est capable justement de travailler ensemble au service de l'intérêt général et en dehors de tout agenda. Je trouve ça, c'est extrêmement important. Et ça peut aider à restaurer petit à petit, ça ne suffira pas, mais ça peut y participer. Et restaurer la confiance. Restaurer la confiance. Et puis ça peut aussi montrer à certains... en fait, il y a des États, sur le sujet des droits de l'homme, c'est particulièrement frappant, qui ne bougeront que s'il y a une pression internationale autour d'eux. Mais si la pression reste juste interne et vient juste du pays en question ou des journalistes du pays qui sont totalement censurés et qui peuvent finir en prison en 2 secondes parce qu'ils vont tweeter un truc, ça ne bougera pas. Alors que si on est à plusieurs et qu'on enquête sur les dérives d'un État à l'étranger, sur ses compromissions étrangers, sur ses complicités en Europe, sur si on peut... si, par exemple, souvent on n'a pas l'accès à l'entreprise indienne qui va miner le sable, mais par contre on va avoir accès à l'entreprise américaine ou française qui a pignon sur rue, qu'on connaît bien et qui fait plein de pubs à la télévision tous les jours. Donc on va pouvoir aller la voir. On n'a pas compris. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses. Ouais. Très bien. Anne, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, je trouve ça formidable d'avoir des exemples de travail collaboratif sur des investigations quand même qui ont des vrais effets pour faire bouger les lignes. Et je trouvais que c'est intéressant d'entendre aussi hier des rédactions comme Bayard ou bien La Nouvelle République. Là, ce sont les journalistes en interne qui se mobilisent en fait. Donc des journalistes qui ont une appétence pour l'écologie, qui ne sont pas forcément spécialisés, qui se disent, en fait, on a intérêt à bosser ensemble pour sortir du traitement de l'actu chaude, c'est-à-dire qu'on traite le sujet le jour J et on n'en parle plus après, pour sortir des discours institutionnels. Et on voit des journalistes qui se disent, on va peut-être créer un petit groupe Facebook entre nous, et en fait, ça fait boule de neige, et aujourd'hui, ils sortent des vraies enquêtes, alors au niveau régional, pour la Nouvelle République, mais en fait, ils voient qu'ils montent en compétences, qui sortent des dossiers plus fouillés. Et c'est ça aussi le travail collaboratif. Donc, il ne faut pas attendre une mobilisation de la direction. C'est vraiment les journalistes entre eux qui y vont. Donc, voilà, il y a plein de moyens de faire émerger ce travail collaboratif. Ce n'est pas toujours simple de faire du travail d'investigation. Mais par contre, on peut tous monter en compétences. Enfin, j'en suis vraiment persuadée. Alors, est-ce que c'est financièrement viable de travailler ensemble? Quand même une grande question aussi. C'est un modèle économiquement hyper intéressant parce que en tout cas, nous, on le voit, il y a des partenaires qui n'ont pas les moyens de faire 6 déplacements à l'étranger, mais par contre, du coup, vont pouvoir faire un déplacement à l'étranger et vont pouvoir utiliser les informations que d'autres partenaires ont pu trouver et sont donc partageables avec le reste du groupe. Donc c'est un modèle intéressant économiquement et voilà. Après, nous on a un statut d'association et un peu comme l'ICIJ, OCCRP, RSF et sur le modèle globalement américain, on lève des fonds auprès de fondations philanthropiques pour financer ce travail d'investigation et de journalisme indépendant. Donc c'est difficile, c'est une information qui est
Voilà, les sujets sont complexes, les sujets sont... mais oui, je trouve qu'en tout cas, dans cette difficulté financière que traverse la presse, mettre ensemble nos ressources et nos moyens peut vraiment apporter quelque chose aux rédactions, aux lecteurs. Et donc c'est plutôt un process assez gagnant, je trouve. Christine ? Oui, alors nous, le modèle économique de Splend, bon, il est tout frais. On ne s'attendait pas à... On avait visé 30 000 pour le financement participatif, on en a obtenu plus. 80 000, tu disais. Oui, donc, voilà. Vraiment, c'est une grande popularité. Les crowdfunding, d'ailleurs, ils contribuent beaucoup aussi au succès. Hein, Disclose aussi. Voilà. Et alors, nous, c'est uniquement des dons citoyens. On ne se refuse pas d'aller voir les fondations philanthropiques, mais en fait, notre fonctionnement, c'est... moi, je suis bénévole à Splend. Pour le moment, on ne rémunère que les journalistes qui enquêtent. Donc vraiment, 100% des fonds reçus par Splend vont à ce travail d'enquête. Et nous, dans le comité éditorial, on est bénévole, on encadre ce travail, on choisit les enquêtes, on choisit les journalistes, on suit les enquêtes, on les questionne, mais on fait ça bénévolement. Donc pour l'instant, c'est les dons uniquement. Voilà, c'est les dons uniquement. Mais c'est aussi faute de temps, de moyens, de connaissances, de réseaux qu'on n'est pas allé voir aussi ces fondations philanthropiques. Et puis voilà, parce que pour le moment, ça fonctionne uniquement avec des dons. Donc, tant que ça marche comme ça, c'est super. Après, voilà, à voir aussi sur plusieurs années comment ça peut continuer. Et quand vous montrez en puissance, voilà. Il y aura peut-être besoin d'aller plus loin. Ouais. Non, ils sont payés. Non, c'est ça. Le journaliste qui enquête, les journalistes qui enquêtent sont payés. Et après, c'est notre travail autour qui est bénévole. On a tous une activité à côté mais c'est ce qui aussi nous donne cette liberté d'action pour Splend. Moi, je suis intermittent, je me suis lancé là-dedans. Voilà, ça passe ou ça casse. Et si on peut se permettre de ne pas faire de compromission parce que on n'a rien à perdre en fait. Enfin, on n'a pas voilà. Mais il y a une régularité de publication. Il y aura une régularité hebdomadaire ou mensuelle Non, on n'est pas. On est sur autre temporalité. On a sorti la première enquête en juin. Je pense que la prochaine enquête sera prête je pense au printemps. Enfin, en tout cas, voilà, c'est cet horizon-là qu'on se donne. Après, il y aura peut-être des plus petites enquêtes, des petites choses qui arriveront au coup par coup aussi, mais on est vraiment sur le temps long, quoi. Et d'ailleurs, l'un des avantages du journalisme collaboratif, c'est que maintenant que vous avez sorti cette enquête, on vous sollicite, on vient vers vous avec d'autres idées d'enquête. C'est ça aussi l'intérêt. Ouais, oui, c'est que du coup ça devient aussi un réservoir à la fois à signalement et puis aussi de journalistes qui nous disent mais moi je travaille sur ce sujet, je suis disponible, est-ce que ça vous intéresserait d'aller creuser cette question-là et le fait de travailler sur un territoire précis, ça donne aussi des résonances vraiment intéressantes. Et aussi, je rejoins ce que tu disais sur les échos et le fait qu'il y ait des yeux qui viennent d'ailleurs. À l'échelle de la Bretagne, on l'a bien ressenti, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les médias nationaux s'intéressent à des questions, on l'a vu pour les problèmes qu'a connu Morgan Large, ça change la donne. Tout de suite, il y a une pression supplémentaire aussi pour les acteurs locaux, et ces soutiens-là sont importants. Et toi, Laurent, justement, maintenant que voilà, vous êtes connu, les révélations, vous en faites tout le temps de plus en plus. Enfin, la grande de l'été ayant été Pegasus. Et du coup, est-ce que ça vous apporte aussi encore plus de possibilités d'enquête, des lanceurs d'alerte qui viennent vers vous, justement, plus facilement encore? Parce que maintenant, ils vous font totalement confiance. Ils ont vu la légitimité de votre travail et l'efficacité de votre travail. Oui, c'est un travail vraiment brique par brique, effectivement, depuis
depuis quelques temps, et particulièrement depuis la publication cet été, on a beaucoup plus de sources qui viennent à nous, ou de documents que l'on reçoit. Une partie aussi du travail de Forbidden Stories, c'est de mettre à la disposition des journalistes qui sont en danger, de leur dire, en fait, si vous êtes menacés, vous pouvez partager avec nous l'enquête sur laquelle vous travaillez, et si vous arrive quelque chose, on pourra faire en sorte de la poursuivre. Et on saura sur quoi vous travaillez. Parce que ce qui est difficile souvent, c'est après le meurtre, de savoir exactement sur quoi. Et souvent, il y a dans des pays, des journalistes travaillent sur... Il reste 3-4 journalistes, voire un journaliste qui travaille sur tous les sujets problématiques et qui s'attire tous les ennemis du pays. Et c'est très difficile ensuite de savoir exactement qui a ordonné l'exécution du meurtre lui-même. C'était le cas sur Daphné. Elle était la dernière journaliste quasiment indépendante de Malte. Et c'était très difficile d'élucider et de comprendre. À la fin, on a réussi à découvrir et à comprendre ce qui a pu se passer, sur quelle était l'enquête. Mais ce sera l'objet d'un nouveau documentaire. D'un nouveau documentaire qui sortira bientôt. Mais donc oui, il y a plus depuis... il y a plus de sources, plus de documents, plus de journalistes aussi qui veulent travailler avec nous dans le monde. Et tout ça repose sur un mot-clé, un seul sentiment, c'est la confiance. Ce qui est, je pense, propre à toute industrie, celle de la presse, mais c'est difficile de travailler entre différentes organisations qui parfois peuvent être en compétition, en concurrence. Mais si on arrive à montrer de quelle façon on travaille, le sérieux que l'on a, la façon d'être très prudent sur les informations, la façon de collaborer ensemble, et que cette collaboration peut apporter ensuite de la protection, à ce moment-là, on peut bâtir un réseau. Et petit à petit, c'est ce qu'on essaye de faire avec Forbidden Stories. Alors justement, les défis environnementaux, ils sont devant nous. C'est loin d'être la fin, bien évidemment, c'est que le début. Alors, est-ce que le journalisme collaboratif doit encore plus se développer, selon vous, dans les années à venir ? Et comment ? Est-ce que c'est des discussions en interne que vous avez pour vous emparer encore plus davantage, en termes collaboratifs, de ces enjeux-là, biodiversité, climat ? La réponse est oui, je pense. Il faut... non, je pense... D'ailleurs, une question qui est intéressante, c'est que... je trouve dommage que dans les écoles de journalisme, on ne parle pas vraiment il n'y ait pas de discipline sur la collaboration journalistique, parce que je pense vraiment que c'est l'avenir. Je ne pense pas que ce soit... Je pense qu'on ne va pas tous faire du journalisme collaboratif, et toutes les enquêtes ne se prêtent pas à des collaborations. Il y a des enquêtes qui peuvent se faire vraiment en solo, entre guillemets, mais il y a des enquêtes... tout est de plus en plus global, de plus en plus mondialisé. Tous les enjeux sont de plus en plus transfrontaliers. Donc ça a du sens. Et puis économiquement, ça a du sens. Juridiquement, ça a du sens. En termes de sécurité, les menaces sont grandissantes contre les journalistes, donc ça a du sens de travailler ensemble. Donc, et je trouve tellement dommage qu'aujourd'hui, dans les écoles de journalisme, moi j'ai pu faire quelques interventions parfois et tout, mais c'est toujours des petites interventions. Mais il n'y a jamais vraiment le journalisme collaboratif enseigné comme un socle. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'à travers ça, à travers ces expériences-là, c'est aussi des valeurs. C'est aussi une autre façon, c'est aussi un changement de paradigme, c'est aussi un autre mood, une autre façon d'approcher, de travailler ensemble et de redéfinir aussi ce qu'est le journalisme et de s'enrichir des autres cultures et de ne pas rester focus sur son propre territoire. Et évidemment, après, il y a plein d'obstacles à la collaboration. Nous, par exemple, on travaille qu'avec une seule organisation par pays pour éviter justement de créer de la compétition entre deux entités d'un même pays. Il y a des journalistes qui travaillent au quotidien sur un sujet. Si on leur demande pendant 6 mois de ne plus publier parce qu'ils travaillent avec nous sur ce projet-là, on va les priver de quelque chose. Donc on ne peut pas prendre des journalistes trop spécialisés non plus sur le sujet. Donc il y a aussi plein de contraintes à gérer, mais en tout cas, pour répondre à ta question, ouais, je pense que le journalisme collaboratif est l'avenir, une forme d'avenir et devrait être un peu plus prise en considération par les écoles, par les organisations qui parlent du journalisme. Et je pense que c'est aussi un gap générationnel. Et c'est aussi une tendance du moment que certains minimisent aussi. Christiane, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, mais c'est vrai que pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que c'est important par rapport au sens qu'on veut donner à tout ça et de se dire qu'effectivement,
nous, on a pris cette habitude du coup de se partager des alertes qu'on recevait, et c'est vrai de se dire que l'intérêt général prime sur le scoop individuel, quoi. Et que ça gagne aussi en crédibilité de manière générale sur la profession et sur la qualité du travail qu'on donne, quoi. Et voilà. Et je sais que nous, dans les valeurs qui nous appuient aussi au moment de la création de Splend, c'est cette idée d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on est prêt aussi à apprendre des uns des autres, que c'est pas uniquement sur des formations professionnelles à tel ou tel outil, mais aussi de savoir s'écouter, de faire des temps pour se former ensemble sur des logiciels ou et aussi d'apprendre les uns des autres et d'être ouvert à ça. Ça nous apporte énormément individuellement et collectivement, quoi. Anne, au sein du JNE, vous avez encore, j'imagine, c'est que le début, en tout cas pour vous. C'est que le début, ouais, c'est que le début, mais c'est vrai que en région, ça rejoint un peu ce que tu vis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans les Hauts-de-France, on se dit qu'on va faire face à la crise climatique grâce à la 3e révolution industrielle, par exemple, c'est-à-dire qu'on mise tous sur les nouvelles technologies, mais ça engendre énormément de problèmes. Et aujourd'hui, le discours ambiant, qui est beaucoup politique, économique, on l'entend beaucoup plus que le discours écologique. Alors, quand on entend les Parisiens qui disent que les journalistes en région sont sous la coupe des lobbies, oui, non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se faire entendre. Donc je pense que la collaboration entre journalistes est fondamentale pour y faire face. Très bien. Alors je pense qu'il serait peut-être temps de vous donner un peu la parole. Dans la salle, je suis sûre que vous avez beaucoup de questions. Quelle heure est-il ? 10h30. Oui. Alors, je veux faire circuler un petit micro. Eh ben, Bonjour, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. J'ai une question pour Laurent Richard. Quand vous avez dit par pays on travaille avec une seule organisation, vous voulez dire un seul média ? Un seul média, oui, pardon. D'accord. Ouais. Et les journalistes qui intègrent ce réseau, est-ce qu'ils sont tous déjà intégrés dans des rédactions, ou vous pouvez avoir aussi des gens qui travaillent, comme on dit dans le jargon, en freelance, et qui travaillent sur des enquêtes de fond au long cours sur ces thématiques difficiles où ils peuvent être aussi en danger, et eux, ça peut les intéresser de rentrer dans un réseau justement pour se sentir protégé, je ne sais pas, mais en tout cas, avoir tous les aspects positifs du réseau dont vous avez parlé. Les journalistes les plus menacés sont en général ceux qui sont freelance, ceux qui sont indépendants, ceux qui sont précaires. Au Mexique, c'est vraiment flagrant. En Inde, Salé, c'est des journalistes qui sont poussés ensuite à publier sur leur compte Facebook seuls des informations parce que leur rédaction a pris une grenade 2 semaines plus tôt. Donc les journalistes les plus exposés sont ceux qui sont un peu lâchés comme ça et qui... dans toutes nos enquêtes jusque-là, c'était le cas aussi de Daphné à Malte, on a essayé de poursuivre les enquêtes de reporters qui, la plupart des temps, avaient ce profil-là. Cecilio Pineda au Mexique, c'était exactement le cas. Regina Martinez aussi au Mexique, Jack and Racing. Après, sur la collaboration, donc on travaille avec aussi des freelances dans notre réseau collaboratif. Mais souvent, ce à quoi on fait attention quand on démarre une investigation, c'est de faire en sorte que les journalistes qui vont travailler avec nous vont vraiment travailler avec nous, ils vont vraiment consacrer du temps. Et la seule façon de garantir ça, c'est de demander à leur boss, de dire vraiment, c'est pas juste pour être sur l'affiche à la fin, mais c'est vraiment il faut vraiment consacrer du temps. Donc on a une discussion à 2 niveaux, d'abord avec le journaliste, le ou la journaliste avec lequel on va travailler, et aussi avec sa direction pour être sûr qu'on est tous raccords sur le fait que va falloir se déplacer, aller sur le terrain, consacrer du temps à ça. Et ça, c'est l'organisation de presse qui peut nous le garantir. Donc on essaye d'avoir ces conversations au départ qui sont très importantes pour tout le monde de chaque côté pour être sûr du temps qui peut être accordé à la mission. Juste très concrètement, ça veut dire que s'ils sont dans une rédaction, ouais. ils vont, pendant
plus faire de papier pour la rédaction, quasiment, tout en étant payé par le journal et en travaillant pour vous. Oui, c'est juste pour avoir concrètement comment ça se passe. Absolument. Nous, on ne paye pas du tout les journalistes du Guardian ou du Monde et tout ça. C'est le Guardian et le Monde qui les payent. Et c'est aussi l'intérêt du modèle. C'est qu'on a, sur le Pegasus Project, il y avait Le Monde a publié 90 articles à la fin. Et il y avait, je ne sais plus combien de journalistes. Au Guardian, il y en avait aussi peut-être 7 ou 8. Au Washington Post, 7 ou 8. Donc on arrive à constituer des grandes rédactions comme ça. Pareil sur Gunbot, il y avait aussi beaucoup de monde. Mais effectivement, ces journalistes vont travailler quasiment uniquement sur ce projet-là pendant des mois. Quasiment à plein temps. Merci beaucoup. Bonjour. Et non, je voulais juste continuer justement sur... Pardon, je m'appelle Elliot, je suis étudiant à l'école de journalisme de Cannes. Justement, pour continuer sur cette question du journalisme collaboratif, c'est un travail du coup à grande échelle avec beaucoup de journalistes. Et il faut, j'imagine, établir un lien de confiance assez rapidement, c'est ce que vous disiez. Est-ce que justement, c'est déjà arrivé qu'une enquête fuite de la part d'un journaliste, parce que travailler à grand groupe, c'est aussi plus de risques d'avoir des informations qui fuitent. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Oui, c'est déjà arrivé. C'est en tout cas souvent les premières fuites arrivent quand on s'approche des personnes, des entreprises ou des États sur lesquels on enquête. Et en général, pendant des mois, on recueille le maximum de preuves possibles, le maximum de sources. On essaie de comprendre le mieux possible. Et puis à la fin, il y a l'exercice contradictoire où on va donner la parole à ceux sur qui on enquête. Et souvent, c'est la phase la plus sensible, dans les 15 derniers jours ou un mois avant la publication, ou parfois 3 jours avant la publication. Ça dépend du sujet, ça dépend juridiquement aussi de plein de choses. Ça dépend des approches de chaque pays. En Angleterre, ils ont besoin d'approcher très en amont les entreprises ou en tout cas les personnes sur lesquelles ils enquêtent. En France, on peut le faire de manière plus rapide, un peu vraiment sur la dernière ligne droite. Mais oui, dans ce moment-là, en général, ça peut fuiter. Il peut même y avoir un intérêt pour certains à préempter en fait l'histoire et à faire sortir l'histoire avant tout le monde pour essayer de la décrédibiliser aussi. Donc on rentre ensuite dans des communications avec des cabinets de crise qui prennent en charge la communication au nom de l'entreprise sur laquelle on enquête. Et on a travaillé à Cache Investigation, c'était systématiquement ça. Donc oui, ça, les fuites arrivent bien sûr. Bonjour, Béatrice Hérault, je suis journaliste indépendante. Vous avez parlé, Laurent Richard, du fait que vous étiez financé par des fondations philanthropiques. De quel type ? Est-ce qu'il y a des fondations que vous refusez parce que ça peut être des fondations d'entreprise, j'imagine. Et comment est-ce que vous travaillez avec elles pour garantir votre totale indépendance et la confidentialité de vos enquêtes ? Ouais. Alors on a commencé donc on a créé Forbidden Stories il y a bientôt, dans quelques jours, ça fera bientôt 4 ans. Et donc effectivement, l'essentiel des fonds que l'on perçoit viennent de fondations philanthropiques et après il y a aussi des dons individuels. Les fondations philanthropiques, elles sont néerlandaises, américaines. Il y a des fonds aussi de l'Union européenne, de l'UNESCO. Il y a différents types de fonds. Et en général, on a approché des fondations qui finançaient depuis longtemps des grosses investigations journalistiques indépendantes, à peu près les mêmes bailleurs que l'ICIJ par exemple, ou que Reporters sans frontières. On a plutôt eu tendance à aller voir des fondations qui avaient déjà une compréhension de ce qu'est le journalisme, de ce qu'est l'indépendance du journalisme, qui était réputée pour justement ne jamais intervenir dans quoi que ce soit. Et évidemment, on a mis en place dès le départ une vraie muraille pour que ce soit très clair que jamais une fondation puisse déjà être au courant du sujet sur lequel on enquête, puisse tenter de l'influencer et tout ça. Donc on est plutôt allé voir des fondations qui, dans le milieu journalistique, avaient une bonne réputation là-dessus. Donc, et après, effectivement, on va pas voir on n'est pas allé voir d'autres personnes ou d'autres entreprises ou d'autres. Voilà, on évite. On essaie de. C'est un sujet extrêmement sensible, important, qui garantit aussi notre réputation, la confiance avec tous nos partenaires.
Donc ce sont des choix très importants. Et en même temps, c'est un exercice difficile parce que ces investigations, il y a 12 personnes qui sont salariées à Forbidden Stories. C'est des investigations qui sont ultra dures, ultra complexes, qui nous exposent juridiquement à plein de risques aussi. Donc c'est un travail de longue haleine. Ouais. Bonjour, Quentin Sillard, je travaille pour Cité Radio. Ma question va être un peu en lien avec la question précédente. Vous faites tous les trois partie d'une association. Pourquoi avoir choisi ce modèle de l'association et est-ce que vous pensez que ça peut être le futur du journalisme ? Aux États-Unis, il y a énormément d'associations à vocation journalistique, mais vraiment beaucoup qui produisent même pour PBS, qui sont souvent hébergées dans les universités. Et c'est aussi parce que les services publics sont assez, le soutien au journalisme a été globalement déserté par les services publics américains, que des fondations sont venues combler un vide comme ça. Donc il y a de plus en plus d'associations. Il y a aux États-Unis une revue un site que vous connaissez, ProPublica par exemple, c'est une association à but non lucratif, The Intercept. Et ce sont d'immenses références en matière d'investigation journalistique, qui ont eu plusieurs fois les prix Pulitzer. Et ce sont aussi des associations qui dépendent de fondations philanthropiques, à peu près les mêmes que nous. Donc c'est des modèles assez intéressants dès l'instant où le but poursuivi, où le spectre des enquêtes apporte quelque chose d'extrêmement important pour l'intérêt général, parce que les sujets sont importants, parce que c'est à propos de l'environnement, parce que c'est à propos de la liberté de la presse, et à propos de sujets qui sont importants pour nos sociétés. Et c'est vrai que sur la question du modèle associatif, c'est déjà de fait, quand on ne lance pas une entreprise, il y a quand même un autre rapport au fait de gagner ou pas de l'argent, où il y a... Voilà, et c'est aussi une forme juridique qui est très simple à créer, à mettre en place et à arrêter s'il faut arrêter. Alors pour les JNE, je pense que c'est historique et je pense que on ne s'est jamais posé la question de créer une entreprise, mais je voulais évoquer, moi je travaille pour une radio, la radio RCF, qui est une radio associative, qui est en fait la plus grosse radio associative de France. C'est un modèle qui fonctionne bien et qui fonctionne, et son modèle économique est essentiellement basé sur les dons. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui c'est un modèle qui a traversé la crise sanitaire, parce que comme on a très peu de publicité, voilà. Donc ça rejoint, si vous voulez, effectivement, le modèle associatif aujourd'hui. A priori, il n'y a pas une logique de profit, et le fait de travailler aussi de se faire financer par les dons, quelque part, on peut être protégé des soubresauts économiques à partir du moment où les donateurs sont persuadés de la mission que vous faites, que vous tenez vos promesses. Et il y a des grands journaux anglais aussi qui fonctionnent sur des modèles économiques basés sur les dons. Donc voilà, ça a un sens social, ça a un sens économique. Et en termes de sécurité, c'est quelque chose qui peut se baliser aussi. Enfin, nous, au niveau de Splend, c'est quelque chose qu'on a inscrit dans les statuts, qu'on ne peut pas recevoir plus de 10% du budget annuel par une même personne ou structure. Ça nous donne une certaine indépendance vis-à-vis de cette personne ou structure, et puis du coup on a la liberté de se fâcher avec elle et si ça s'arrête et en fait en multipliant ces sources de financement, c'est aussi ça qui permet la liberté. Oui, bonjour, je suis Isabelle Borde, donc je suis journaliste à Ouest France. Et en fait, je voulais poser une question, mais je vais plutôt faire une remarque parce que je me suis rendu compte que ma question était absurde. J'allais vous dire, à un moment, comment vous recevriez la demande d'une collègue d'une rédaction, intégrée dans une rédaction, en l'occurrence Ouest France, qui viendrait vous voir parce que elle n'a pas forcément les moyens dans sa rédaction où elle est toute seule à faire face à l'agenda et plein d'autres sujets hyper intéressants pour tout le monde, et qui essaye de travailler dès qu'elle a le temps, un petit bout sur les pesticides et un petit bout sur les carottes qui sont... Enfin bref, voilà.
Et puis je me suis dit, mais en vous écoutant petit à petit, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il y a de fou, c'est que j'ai l'impression que le journalisme collaboratif est en train de réinventer les rédactions. C'est-à-dire qu'avec... Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour les pigistes qui se vivent depuis 20 ans comme des précaires, voilà. Mais effectivement, il y a peut-être un vrai modèle à trouver et à redévelopper qui va peut-être aussi rebooster après les rédactions intégrées, où ça manque pas de bonne volonté, ni d'alerte, ni d'infos, ni de réseau, mais où en fait on est un peu bloqué par les rédacs chefs, voilà. Enfin, moi, en fait, ce qui a été le déclic, c'est à un moment vous avez dit au besoin on a retardé plusieurs fois. Moi, je sais qu'on a travaillé sur le trait de côte et l'érosion du trait de côte. On a fait, alors je trouvais que en l'occurrence, c'est à la fois un bon et un mauvais exemple parce que la rédaction, donc la chefferie, a plutôt poussé ce truc-là, mais en fait sans nous donner vraiment les moyens et surtout en nous mettant une pression d'enfer où il fallait qu'on y arrive. Voilà. Et si tu n'avais pas le bon contact parce que c'était entre Noël et le jour de l'an, et ben en fait, on a abandonné des pistes qui étaient très intéressantes parce qu'il y a plein d'enjeux économiques derrière cette histoire-là de l'érosion du trait de côte, puisque effectivement, il y a des entreprises qui vont devoir bouger. Donc, il y a des politiques qui ne veulent pas leur dire qu'il va falloir bouger. Enfin, ça peut être vraiment très intéressant. Enfin voilà, donc c'était plutôt une remarque un peu amère, mais en même temps avec un petit peu de positif enfin pour tout le monde des pigistes et des journalistes freelance. Donc c'est peut-être pas idiot de se mettre à la pige quand on commence. Mais, et puis dans le projet de Splend, nous, alors on peut être critique sur le traitement de l'information sur certains sujets de la PQR, mais l'objectif c'est vraiment, on a toujours affiché la volonté d'être en complémentarité. L'enquête sur l'ammoniac a été proposée aux rédactions de la PQR qui n'en ont pas voulu. Alors pour diverses raisons, voilà. Mais lesquelles Non. Ah non. Non, Samuel Petit, directeur du Télégramme, qui est par là ces jours-ci, effectivement, n'a pas trouvé que l'enquête sur l'ammoniac manquait de contradictoire et qu'elle n'était pas assez sérieuse. Voilà. Ça, il nous l'a dit par téléphone, je vous le dis pas. Si, je vous le dis. Bon, bah voilà, c'est dit. Oui, voilà. Bon, c'est comme ça, mais c'est pas pour autant qu'on va pas continuer de leur proposer. Nous, on a vraiment envie que on revendique cette possibilité, effectivement, pour des journalistes localiers qui n'ont pas la place dans leur rédaction, de travailler avec nous en réseau et pourquoi pas que eux servent d'appui après dans leur rédaction pour dire je fais partie de Splend et j'ai travaillé sur ce sujet, ça peut être vraiment bien qu'on diffuse l'enquête et vous avez tout intérêt à la diffuser. En plus, on la propose gratuitement. Enfin, nous, notre modèle économique, c'est que les enquêtes sont déjà... On en fait don et elles sont en accès libre. Du coup, le deal avec Mediapart aussi, c'était ça, quoi. C'est cadeau, mais l'enquête, après, elle est disponible gratuitement sur votre site. Voilà, donc oui, on a cette volonté d'être en complémentarité avec les médias locaux. Suzanne Kurushi, je suis journaliste indépendante, membre des JNE, on est quelques-unes de l'association. J'ai deux questions. Vous avez dit les organes de presse à qui vous proposez les articles et qui publient, vous, le même jour dans le monde entier, c'est pas le même système, mais pourquoi vous ne proposez pas aux médias indépendants maintenant? Il y en a un certain nombre, enfin quelques-uns en France par exemple. Est-ce que vous avez proposé ou non? Sinon, pourquoi pas? Et l'autre question, donc nous, dans l'association, on organise des formations. Donc, est-ce que éventuellement, ce qui ne se fait pas dans les écoles de journalistes, est-ce que vous, enfin, personnellement, ou d'autres personnes dans la structure
pourrait le faire. On proposerait à ce moment-là aux journalistes. Bien sûr, pour répondre à la deuxième question, oui, et avec grand plaisir. Et là, pour la première question sur les médias indépendants avec lesquels on travaille, ils sont indépendants. Le Guardian est indépendant, Le Monde est indépendant. Hein? Ah oui, bah oui, oui. Ah, vous pensez pas? Vous pensez que le Guardian, ce sont des journalistes qui ne sont pas indépendants? Le Guardian, mais Le Monde... Vous ne pensez pas que les journalistes du Monde sont indépendants? Moi, je peux vous le dire, ils sont vraiment indépendants et les enquêtes étaient totalement indépendants. Après, c'est... Ouais, moi, je parlais de journalisme. Je parlais de journalisme et d'enquête. Et de ce que le lecteur peut voir et peut lire. Donc, c'est très important pour nous de travailler avec des médias, des organisations de presse qui sont solides journalistiquement, qui sont indépendants journalistiquement et qui sont, de la même façon, le Washington Post aussi... Donc et qui ont aussi ce sens de l'investigation collaborative et cette capacité à partager. Je préciserai la question. Donc, les médias, si l'adjectif indépendant ne marche pas, mais bon, concrètement, je ne sais pas, le média à Mediapart, vous travaillez avec eux, mais Blast, il y a quelques-uns qui sont vraiment fondés sur un financement des lecteurs ou des auditeurs uniquement. Mais et qui est certainement partie prenante, et surtout si vous proposez gratuitement, ça les aide aussi. Oui, oui, mais après cette question de l'indépendance, en fait, moi qui viens justement il y a 20 ans, j'ai créé une télévision associative où pareil, on avait un discours très radical sur l'indépendance, sur... de fait, quand on est dépendant des lecteurs, si vous avez une cible, il y a aussi... Enfin, je pense qu'il y a des angles morts dans toutes les rédactions. Je ne suis pas sûr que le média ou d'autres, vu qui sont leurs lecteurs, il y a certainement des sujets qu'ils iront moins facilement explorer que d'autres, et que la richesse vient justement de cette complémentarité et de cet ensemble. Et du coup, le mot indépendant, indépendant ou pas indépendant, en fait, je pense que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'en retire. Ouais. Très bien. Aude, tu avais une question. Bonjour, Aude Carrasco, je suis journaliste à La Croix. Je voulais rebondir suite à la question excellente de ma consoeur de Ouest France sur le manque de temps consacré à l'enquête. C'est un peu, on se fait plaisir dans les rédactions. Donc, je voulais juste préciser que ça bougeait quand même. Par exemple, j'avais aux Parisiens, ils ont créé un journalisme en pompant un peu les jours, mais des journalistes obsessionnels, voilà, qu'on détache sur 2 ou 3 mois pour aller au bout d'un sujet qu'ils ont vraiment envie de traiter, et puis ensuite de l'exploiter sous forme d'une série, etc. Donc voilà, je pense que ça bouge un petit peu. Et l'autre chose, je voulais savoir si la façon dont vous travaillez, si vous avez un retour du public qui était plus éloigné de l'information, voilà, qui était un peu pour des raisons diverses, un peu détaché de l'information, et le fait que vous travailliez avec voilà, des journalistes de façon transversale et collaborative, ça a changé le regard, et vous aviez des retours de ce public un peu détaché de l'information. En termes de confiance, je veux dire, en termes de confiance dans les médias, le fait d'être travailler autrement. Pas pour une rédaction en particulier. Je pense ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait de travailler ensemble et le fait d'avoir justement une pluralité de médias avec des cultures différentes, des approches différentes, peut aider justement à restaurer cette confiance dans le journalisme. Le fait aussi de montrer qu'on est capable de passer des mois pour enquêter sur le trafic de sable au fin fond de l'Inde et ses répercussions dans le monde entier peut aussi montrer que
que parfois on se donne les moyens sur des sujets extrêmement importants, que ce soit au niveau extrêmement local ou totalement global, mais qu'à chaque fois c'est le même sujet, c'est le même enjeu pour nous tous. Donc oui, l'approche collaborative, je pense, a du sens, a de la force et forcément de l'impact. Et puis surtout, ça permet de voir, de s'assurer en fait qu'un même fait va être traité parfois différemment aussi. Tout le monde n'a pas la même approche, la même façon de raconter l'histoire. Donc c'est forcément très enrichissant pour le lecteur de voir quelle différence de traitement peut y avoir entre Le Monde, Le Guardian, Le Post, ou The Zeitung ou le South Australian Morning Post sur un seul et même fait. Donc c'est aussi un exercice intéressant, je pense. Leïla me racontait de Disclose que pour certaines enquêtes, ce qui était intéressant, travaillant avec d'autres pays, c'est qu'ils se rendaient compte à quel point on n'était pas forcément hyper transparent, qu'ils avaient accès à des chiffres dans d'autres pays et des informations finalement sur la France grâce à leur collaboration avec d'autres. Et ça aussi, c'est intéressant, ces différentes approches, comment ça enrichit encore une fois et comment ça va enrichir l'information de ces enquêtes et au final, effectivement, l'impact auprès des lecteurs. Mais on mesure l'impact comme ça le soutien, vous l'avez après, oui, bien sûr. Les donations aussi, et puis les retours. Absolument, le retour par les dons, par aussi le retour de... Je me souviens de Sandhya Ravishankar, qui est une journaliste en Inde, qui a travaillé avec nous sur le trafic de sable, qui a poursuivi le travail de Jagendra Singh, qui avait été assassiné, et qui elle-même est extrêmement menacée. Mais le fait d'appartenir à ce réseau-là, ensuite a changé, d'après elle, et c'est ce qu'elle avait déclaré dans un discours au Conseil de l'Europe et tout, a changé pas mal de choses parce qu'elle a pu montrer qu'elle n'était pas toute seule et ses ennemis, l'industrie du sable et tout ça, ont vu qu'il y avait un réseau derrière elle. L'année suivante, on a lancé le projet Cartel, on a poursuivi le travail de journalistes mexicains et Sandhya cette fois-ci a été non pas la journaliste qui était victime de menaces, mais a participé à l'enquête sur les réseaux mexicains qui participent à l'achat de précurseurs pour fabriquer ensuite le fentanyl qui va en Inde. Et elle travaille sur la partie indienne des réseaux mexicains. Donc ça, c'est une construction de réseau petit à petit. Et la perception du public, elle se fait aussi à travers ça, en fait, à travers la dimension du réseau, la force de ce réseau, les journalistes dans chaque pays que ces populations-là connaissent aussi. Et donc, oui, forcément, ça a un impact, je pense, sur le public. Je pense que les grandes investigations collaboratives, celles qui ont marqué aussi l'histoire, comme les Panama Papers, ont montré aux gens l'importance de traiter de manière globale un sujet. Quand de l'argent, que le problème fiscal ne peut se résoudre que globalement, parce que sinon, ça sert absolument à rien. Donc voilà, et aussi, ça a changé, je pense, quelque chose pour les sources qui se disent, si je donne un document à l'ICIJ ou à Forbidden Stories, peut-être que l'impact va être 80 fois plus grand que si je le donnais à un seul média aussi. Donc d'où l'intérêt du collaboratif aussi du côté des lanceurs d'alerte et du côté des sources. Très bien, super. Encore une question ? Non ? Eh bien, c'est le temps, effectivement. Ah ! Alors, tu as une petite question. Alors, attends, prends... Est-ce que c'est suffisant pour protéger les journalistes qui enquêtent ? Non, ça l'est pas, malheureusement. Non, mais d'ailleurs, personne ne peut prétendre pouvoir protéger un journaliste à 100%. Il y a je pense qu'il y a deux façons globales de défendre un journaliste. Il y a un travail d'alerte, d'advocacy, de faire savoir les menaces, de les documenter. C'est le travail de RSF, de CPJ, qui sont des organisations très importantes et qui font ça. Et après, il y a une autre approche qui est complémentaire et qui est la nôtre, c'est d'utiliser le journalisme pour défendre le journalisme. Et de dire, voilà, finalement,
le journaliste est menacé en raison de l'histoire qu'il s'apprête à publier ou qu'il vient de publier. Mais si on protège l'histoire, en fait, on peut protéger davantage le journaliste. Si on assure à l'histoire sa publication, quoi qu'il en soit par d'autres partenaires, à ce moment-là, ça va dissuader ceux qui voudraient s'en prendre à ce journaliste-là parce qu'ils disent bon, il n'y a rien à faire, Le Monde sera derrière, le Guardian sera derrière. Donc voilà, donc il y a deux approches globales. Impossible après de protéger totalement un journaliste, mais tout le monde y travaille. La mise en lumière aussi fait beaucoup. Enfin, je veux dire, le simple fait de... Voilà, ça a été la stratégie de Morgane Large quand elle s'est dit « stop, ça suffit ». C'est de... Voilà, splendide en breton, ça veut dire clair, et c'est aussi cette idée-là de faire sortir de l'ombre des choses que certains aimeraient voir sous le tapis. Et cette mise en lumière, voilà, là maintenant, Morgane, on sait que les gens ils s'y reprendront à 2 fois avant de toucher à sa bagnole, et à elle. Voilà, et ça, c'est des choses, voilà, c'est pas compliqué aussi de faire partager la moindre agression, la moindre intimidation, vraiment de pas cacher ça, et au contraire. Voilà. Très bien, super. Bah, écoutez, merci à tous pour le témoignage. Merci beaucoup. Moi, je fais partie d'un réseau, j'en ai pas vraiment parlé, je n'étais pas là pour ça, le Social Journalism Network, une organisation américaine où moi je vais parler de journalisme de solutions dans la salle Marie-Laure, voilà, qui est une autre forme de journalisme collaboratif. Je vous invite à aller nous rejoindre. Merci.